L'une des critiques qui est formulée, c'est le formalisme, malgré tout, même s'il est allégé par rapport à la SARL ou à l'EURL. Obligation de publication des comptes, obligation de tenue d'une comptabilité commerciale indépendante. Est-ce que ce n'est pas des choses qui peuvent psychologiquement, en tout cas, dissuader les créateurs ou les exploitants installés d'opter pour ce statut? Alors, je vous laisse le temps de réfléchir parce que je vais grouper deux questions. Alors, Lionel, 52 ans, restaurateur à Évreux. En moyenne, c'est des questions très pratiques que se posent les gens. En moyenne, ça coûte combien de passer en EIRL? Je crains les frais cachés, le coût des formalités, j'en parlais à l'instant, et le temps que cela me prendra. Agnès et Laurent, la quarantaine tous les deux, charcutiers traiteurs près de Rennes. Quelles garanties avons-nous, et vous en aviez parlé, Agnès Bricard, que l'estimation de la valeur de nos biens affectés correspondra bien à leur valeur sur le marché? Alors, les trois questions, qui veut répondre? Régis Je crois que l'estimation, encore une fois, lorsque... Sur le formalisme d'abord, oui, peut-être. Oui, mais la plupart du temps, je crois qu'il ne faut pas se tromper sur quelle est la cible de l'EIRL. Ce sont les créateurs. Ils n'ont pas un capital énorme au départ, parce que malheureusement, si les créateurs, en général, ils n'ont rien à déclarer, comme si je peux me permettre, je suis un ch'ti. Hein. Ils sont intouchables. Donc, si vous voulez, ils n'ont pas d'apport de toute façon. Alors que ce soit en EIRL ou autrement, ça ne change rien, sauf, je vous dis, si on peut se mettre d'accord avec les banques pour dire, ils peuvent s'engager à ne pas prélever trop et donc à avoir une partie de leurs bénéfices qui vient s'ajouter et créer un apport dans l'avenir. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que de toute façon, on ne peut pas tout éviter. Il faut essayer, en effet, il y a des choses à simplifier. L'estimation, il faut essayer de l'éviter quand c'est possible. Quand ça n'est, comme le disait tout à l'heure le professeur, on ne va pas aller mettre des immeubles dans un patrimoine affecté. Ou alors, ce serait éventuellement, ça peut arriver, s'il y a une reprise. On peut très bien envisager que quelqu'un reprenne un commerce qui existe déjà, hein, qu'il fasse une EIRL et que dedans il y ait de l'immobilier. Mais ce sera l'exception qui confirmera la règle, ce ne sera pas la généralité. Donc on ne doit pas focaliser là-dessus. Je pense que l'évaluation, moi je suis d'accord pour simplifier au maximum, mais vous savez, entreprendre, c'est prendre des risques et on ne pourra pas tout éviter. Mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe? D'un côté, le ministre parle de simplification administrative avec 80 mesures et de l'autre, on rajoute du formalisme juridique et administratif pour moi, à des futurs... exploitants de Au niveau IRL. du formalisme, c'est une simple déclaration. Donc là où il peut y avoir des frais, c'est pour l'expertise. Voilà, ça c'est le premier problème. La comptabilité, l'obligation d'ouvrir des comptes bancaires dédiés, etc. La comptabilité... Pour un artisan indépendant qui pendant 30 ans a travaillé d'une certaine manière, c'est pas évident. Mon cher Nasser, j'aime beaucoup les commerçants et artisans. Hein, je suis moi-même élu en chambre de commerce, donc, et je connais très bien la Grisée, entre autres. Donc je comprends tout cela. Mais d'un autre côté, comment veux-tu qu'un commerçant ou un artisan puisse savoir où il en est s'il n'a pas de compte? Et je pense que c'est une sécurité pour lui-même. Oui. Hein, ça me paraît évident. La simplification n'est pas peut-être le petit frein, le manque de lisibilité du dispositif auprès des entrepreneurs? Globalement, et là c'est plus les experts comptables qui sont présents ici, hein, qui connaissent le sujet, mais on est bien en train de simplifier les bilans. C'est l'Europe qui le demande, donc on va y venir tout doucement. Donc la simplification, elle est inscrite dans le temps. Hein. Je crois qu'il ne faut pas focaliser là-dessus. C'est la sécurité. 2, c'est savoir changer la culture de l'entreprise en France, c'est-à-dire que en France, si on n'a pas d'argent, on ne peut pas s'installer. Et après, on nous dit, non mais si on prend la culture, hein, alors qu'aux États-Unis, quelqu'un peut s'installer sans argent parce qu'il arrive à faire des gens lui font confiance, et même si éventuellement il fait une erreur, l'erreur sera considérée comme bénéfique parce qu'on dira au moins il ne commencera pas. C'est exactement le contraire en France. Absolument. Je pense que c'est tout ça qu'il faut changer, oui. Et que donc il faut réfléchir à l'EIRL dans un contexte économique global et non pas seulement l'EIRL en particulier, autrement on n'en sortira pas. Sur les coûts, est-ce que vous avez des réponses? Combien ça coûte? Agnès Bricard, à vous la parole. Il m'a été posé la question dès la création de la loi sur l'EIRL. Il m'a été posé la question et je voudrais dire que si ça n'a pas marché, je répète bien parce que vous l'avez posé 3 fois la question, pourquoi l'EIRL n'a pas fonctionné? Elle n'a pas fonctionné parce qu'il nous manquait les décrets en fiscalité. Est-ce que ça, définitivement... Oui, mais je finis. La campagne avait été lancée avant. Non, mais la campagne, ça a été une erreur. Voilà. La campagne, très bien, on est d'accord. La campagne qui a été lancée, partie d'une loi, le mieux étant l'ennemi du bien. Personne n'a vu qu'on faisait partir une campagne sans s'apercevoir que le décret fiscal n'était pas sorti. Et pourquoi le décret fiscal ne sortait pas? Sur une raison,
c'est qu'on a mis option à l'IS. Et pourquoi l'option à l'IS a paralysé l'économie pendant un an? Parce que vous ne voyez pas dans le Code général des impôts qu'il faut complètement toiletter. Je me arrête parce que là j'ai un sachant. Il faut totalement le toiletter. Comment une entreprise individuelle peut être soumise à l'IS? Elle s'appelle individuelle et c'est un impôt sur les sociétés. Et ça a été un casse-tête pendant toute l'année. Voilà pourquoi la communication est partie de façon anticipée par erreur. Aujourd'hui, cette communication, dès que le décret sera sorti avec l'instruction fiscale, qui devrait voir jour avant le 31 décembre, il y aura une question à se poser là. Dès que ça sort, on fait un publi rédactionnel, tous en commun. On a décidé devant le ministre que tout ce qui est, y compris vous les OGA, mais tout ce qui est chambre de métier, tout ce qui est chambre de commerce, tous ensemble avec le CSO et d'autres, nous allons faire un publi rédactionnel. Donc voilà pourquoi ça n'a pas fonctionné, parce qu'il manquait le décret fiscal. Deuxième chose, les formalités. La première question qui m'a été posée, quand ils ont rédigé la loi, du côté de la DG6, donc Direction Générale, Compétitivité, Industrie, Services. Qui mettons pour faire l'EURL dans le patrimoine d'affectation? Parce que finalement, ce n'est pas tant la création qui est importante que le stock de 2 millions. Comment je protège mon stock de 2 millions d'entreprises individuelles? Et j'ai donc précisé que comme les experts comptables étaient présents à 90%, et Joseph Zanotti m'a reposé la question puisque c'est lui qui portait les couleurs politiques de l'institution, est-ce qu'on peut confirmer que c'est l'expert comptable qui fera le patrimoine d'affectation? Et ça a été répondu tout de suite, oui, parce qu'il est présent dans l'entreprise et donc du coup ça ne coûtera pas. Puisque présent, ça veut dire que j'ai l'état des lieux. À ce moment-là, ça part à la chancellerie. Et la chancellerie raye l'expert comptable et met commissaire aux comptes. Ah oui. Je dis non, ça revient. Non mais je vais leur expliquer. Ça fait je ne sais pas combien de temps que je suis ça, minute par minute. Ça revient. Je dis non. Elles me disent la DG6, les dames qui rédigent, les hommes qui rédigent. Pourquoi c'est non? Parce que je dis c'est une affectation. C'est pas ça vaut au moins avec une augmentation de capital. Parce que quand ça vaut au moins avec une augmentation de capital, il faut un commissaire. Mais quand c'est un patrimoine d'affectation, c'est un expert comptable. Et à ce moment-là, on finit par dire, OK, on met les deux. Parce que la chancellerie savait déjà, il y a un an, qu'elle allait finir par boucler sur sa valeur vénale. Elle savait déjà qu'elle allait finir par avoir sa deuxième colonne. Ils ne l'ont jamais lâché. Donc je reviens bien quand même sur le fait, coût de la formalité. À l'époque, on a parlé pour les experts comptables de 300 €. Je l'ai annoncé à la DG6 par téléphone, puisqu'on me l'a demandé. Parce que l'avantage de la France, quoi que vous fassiez, c'est combien ça coûte. Vous allez à Londres, vous allez à Bruxelles, vous allez à Berlin. Jamais, jamais on vous pose cette question, puisqu'on laisse l'initiative privée se mettre en place. Donc j'ai répondu par le biais réel de dire ce que coûte un expert comptable pour faire la déclaration d'affectation. J'aurais pu répondre 150, j'ai répondu 300, certains feront 500. Et comme il faut mettre la colonne vénale, eh ben, c'est vrai que notre profession, elle a appris aujourd'hui ce que c'est qu'une valeur marché, et donc elle a besoin de personnes pour donner une estimation. Mais arrivé à l'immeuble, on sera obligé de revenir sur ce qu'on connaît. Tous ceux qui font de la déclaration d'ISF savent ce que c'est que de mettre cette valeur vénale. Donc sur ce point-là de coût de formalité, il ne doit pas y avoir de difficulté. Précision technique sur l'estimation. Dans le cadre d'un bien meuble supérieur à 30 000 €, le commissaire aux apports est obligatoire. Et dans ce cas-là, comment s'y prend l'exploitant? Alors, ça lui coûte encore plus? À ce moment-là, c'est pour ça qu'il y a dans le texte expert comptable et commissaire. Oui. Sinon, il n'y aurait pas eu besoin. Et association de gestion de comptabilité. Hein. Il y en a 3 dans la loi. Oui, mais c'est parce que nous, quand on est expert comptable, on a aussi les AGC, associations de gestion de comptabilité. Ce sont les mêmes que nous. Hein. Il y a une assimilation totale, qu'on soit clair. Donc le fait qu'il y ait le nom, c'est simplement qu'on pourrait essayer d'imaginer que expert comptable plus AGC, il y a un troisième nom. Comme on a un nom qui a une marque, on ne l'enlèvera pas. Donc on garde expert comptable et AGC, mais inscrit tous au tableau. Donc voilà pourquoi vous voyez apparaître ce troisième acteur. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que la formalité précisément sur laquelle vous m'avez interrogé ne sera pas réellement un point quelconque bloquant.
Donc on a bien mis expert comptable parce qu'on était présent à 90% dans les TPE. Or, les entreprises individuelles, à 90%, sont moins de 10 salariés, sauf exception. Ça, c'est le premier point sur lequel j'ai répondu, puisque vous m'avez posé une question précise. La question, c'est est-ce qu'il y a un surcoût pour ces biens meubles particuliers dont la valeur excède 30 000 euros? C'est comme vous allez vous marier. Oui. Non, mais est-ce qu'il y a un surcoût vous allez vous marier. Oui ou non? Non, mais attends, je vais répondre à la même question. Oui. Vous allez vous marier, vous voulez protéger votre patrimoine de part et d'autre. Il y a un surcoût, je passe chez le notaire. Donc, je vois pas... Donc là, il y a un surcoût. Oui, je réponds précisément. C'est pas un surcoût qui est une taxation, c'est un surcoût qui est nécessaire à ce qu'on appelle une protection supplémentaire.